Donc bonjour à tous. Effectivement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail que j'ai fait avec pas mal de collègues de la fac d'Orsay et puis aussi avec Kevin McKeegan, chez qui j'étais en postdoc, comme l'a dit Christian. Et je vais vous présenter un échantillon en fait qui met en évidence du magmatisme alcalin sur les corps parents des chondrites carbonées. Alors, pour commencer, alors pourquoi j'ai arrivé? Voilà. Donc, juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, je vais un petit transparent pour parler un petit peu de la formation du système solaire et dire en quoi les météorites nous renseignent sur cette formation. Donc, comment se forment les systèmes planétaires? Elles se forment à partir d'un nuage de poussière et de gaz dans le milieu interstellaire qui s'effondre sur lui-même par gravité pour former un disque avec une étoile qui naît au centre, là où la température monte le plus. Et puis, les résidus de la poussière et de ce gaz dans ce disque vont se coller les uns aux autres, grossir pour faire des corps planétaires de plus en plus gros et qu'on arrive à notre système solaire actuel. Et donc les météorites, en fait, elles nous renseignent sur ces différentes étapes de formation du système solaire, puisqu'en fait, ce sont les résidus de ces étapes intermédiaires entre le nuage qui s'effondre et puis le système planétaire actuel. Et elles viennent des astéroïdes qui sont les corps qui n'ont pas été jusqu'à la formation complète d'une planète. On a traditionnellement classifié les météorites en deux catégories. Les météorites qu'on appelle non différenciées, qui regroupent les chondrites, qu'on appelle les chondrites aussi. Donc il y a plusieurs familles de chondrites. Les trois principales sont les chondrites ordinaires, les chondrites aranstatites et les chondrites carbonées. Et donc elles sont issues de corps planétaires non différenciés. C'est-à-dire que dans ce disque de poussière, en fait, c'est simplement des agrégats de la poussière qu'il y avait au début de la formation planétaire. Et on oppose à ces météorites non différenciés, les météorites différenciées qui sont issues de corps planétaires qui, eux, ont subi une différenciation en couches complète avec un noyau métallique, un manteau silicaté, une croûte silicatée, simplement parce qu'il y avait plus de chaleur au départ, au moment de la formation, principalement liée à la décroissance de l'aluminium 26. Et donc, ces corps planétaires non différenciés ont subi de la fusion partielle, voire complète, pour former ces corps différenciés. Donc, les météorites différenciées, ce sont les météorites de fer, donc, qui sont issus des noyaux métalliques, les achondrites, qui sont des météorites rocheuses équilibrées, et puis les météorites mixtes, qui contiennent à la fois une fraction rocheuse et une fraction métallique. Puis entre les deux, on a quelques météorites un peu exotiques qu'on appelle des achondrites primitives, qui sont texturalement en fait comme les achondrites, qui ont l'air différenciées, mais chimiquement elles sont chondritiques ou quasiment chondritiques en composition chimique. Alors tout ça, c'est la vision traditionnelle de la classification des météorites, mais depuis une dizaine d'années, en fait, on commence à voir les choses un peu autrement parce qu'il y a eu en particulier d'énormes progrès sur les mesures de composition isotopique des météorites. On est maintenant capable de mesurer de façon extrêmement précise la composition isotopique d'éléments qui sont des mineurs ou des traces, et en particulier d'aller regarder des anomalies isotopiques qui sont extrêmement petites et qui ne peuvent pas être modifiées par la formation planétaire, par les processus géologiques, et qui sont forcément hérités des réservoirs de matière nucléosynthétique, donc qui ont enregistré la nucléosynthèse dans les étoiles, qui sont mis en jeu lors de la formation planétaire. Et quand on fait ça, donc ça, c'est la première fois qu'on a commencé à faire ça, c'est Paul Warren qui a fait ça en 2011 dans un papier à EPSL. Et en regardant les isotopes de l'oxygène, l'anomalie isotopique de l'oxygène par rapport à l'anomalie isotopique du chrome 54 en particulier, en roche totale. Donc là, c'est des éléments lithophiles, c'est pour les météorites rocheuses. Et en fait, il a mis en évidence qu'il y avait deux groupes de météorites. Il y avait d'un côté les chondrites carbonées et de l'autre côté tout le reste, un peu de choses près, c'est-à-dire toutes les chondrites qui ne sont pas des chondrites carbonées, les achondrites, et puis il y a également la Terre et Mars. Et donc ça a été quelque chose d'assez spectaculaire parce que ça s'est confirmé dans les années qui ont suivi. Et on voit vraiment ces deux groupes de météorites avec entre les deux un vide en fait qu'on appelle le gap de Paul Warren maintenant, et dont on essaye toujours de comprendre la signification. Donc ça, c'était pour les éléments lithophiles. Et en fait, le même type d'étude a été fait pour les éléments sidérophiles dans les météorites de fer. Donc ça, c'est pareil, un papier important dans le PNAS en 2017 par le groupe de Münster et Thomas Kreuer, qui est quelle que soit la façon dont ça se prononce, qui est le premier auteur.
Et en fait, ils montrent la même chose en utilisant les isotopes du molybdène cette fois et du tungstène, deux groupes de météorites de fer en particulier. Donc, elles sont listées ici en rouge et en bleu. Et les météorites de fer qui sont bleues, en fait, ont des anomalies isotopiques qui sont reliées à celles des chondrites carbonées, alors que les météorites de fer qui sont ici en rouge ont des anomalies isotopiques qui sont reliées à celles des autres chondrites. Donc, en fait, ce qu'on voit pour le molybdène comme pour le tungstène, c'est que la dichotomie qu'on observe dans les météorites rocheuses s'étend aux météorites de fer. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a un papier de review qui est sorti dans, je crois, c'est Nature Géosciences ou Nature Astronomie, je ne sais plus, au début de l'année. C'est qu'en fait, ça marche pour la plupart des anomalies isotopiques de la plupart des éléments. Donc là, voilà des graphes qui récapitulent où vous voyez en rouge tout ce qui est non carboné, en bleu tout ce qui est carboné, avec les isotopes du titane, du chrome, de l'oxygène. En dessous, c'est les sidérophiles, le ruthénium, le molybdène, le nickel. Et donc, en fait, on peut voir la classification des météorites un peu autrement, en faisant cette fois deux grandes familles basées sur ces anomalies isotopiques. D'un côté, tout ce qui est météorites non carbonées, avec des météorites différenciées et des météorites non différenciées, et les achondrites primitives, et la même chose dans les météorites carbonées, avec des météorites différenciées et des météorites non différenciées. Alors pour les météorites carbonées, on a surtout les chondrites carbonées, quelques groupes de fer, et puis il n'y a pas grand-chose pour le reste, mais on a quelques météorites non groupées qui sont des achondrites ou des achondrites primitives, et puis en gros les palasites de la famille d'Eagle Station qui sont là pour représenter les météorites mixtes. Donc la grande question qui reste aujourd'hui, c'est quelle est l'origine de cette dichotomie isotopique. Donc moi, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est quand même relié à l'exposé. Juste pour vous en dire un mot, l'hypothèse que les gens de Münster défendent, c'est qu'au moment de l'effondrement de ce gaz, en fait, cet effondrement n'est pas homogène dans le temps. On commence par envoyer dans le disque protoplanétaire en formation plus de matériaux issus des supernovas. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y en a de moins en moins. Et si on fait une coupure dans la dynamique du disque, par exemple en formant Jupiter, qui empêche de mélanger l'intérieur et l'extérieur, et bien petit à petit, à l'intérieur, on va se retrouver avec un intérieur qui est plus enrichi, qui est appauvri en nucléides qui viennent des supernovae, alors qu'en extérieur, on est enrichi en nucléides qui viennent des supernovae. Et puis, la formation planétaire continue dans ces réservoirs qui sont maintenant séparés, et on va pouvoir faire des objets à la fois primitifs et des objets différenciés. Alors, est-ce que c'est lié réellement à la formation de Jupiter ou pas? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans le disque protoplanétaire, il y a des structures qui coupent le disque protoplanétaire. Donc, vous avez ici une image du télescope ALMA qui a quelques années, qui est une image d'une étoile qui s'appelle TW Hydrae, qui est un analogue parfait du système solaire. C'est une étoile qui a une masse presque solaire et qui a une dizaine de millions d'années actuellement. Et il y a un papier récent où les gens disent OK, même si on n'a pas de planète, à partir du moment où on a ces gaps, on peut séparer les différentes régions. Et ils ont essayé de faire. Après, il y a des petits modèles de mélange pour couper à un modèle de dynamique du disque qui montre qu'on reproduit assez bien la dichotomie observée dans les météorites. Donc, quelle que soit l'origine de cette dichotomie, il y a quelque chose sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est qu'on a une différence entre le système solaire interne et le système solaire externe. Les objets du système solaire interne, c'est les objets non carbonés, et les objets du système solaire externe, c'est les objets carbonés. Donc, tout ça, c'est très bien. On a d'un côté les météorites de fer et de l'autre côté les chondrites primitives, mais il nous manque toujours, en fait, le lien entre les deux, à savoir comment on passe d'un objet qui est très primitif, un objet qui est très évolué. Et là, on est un petit peu en manque d'échantillons. Néanmoins, il y a quand même un modèle qui a été proposé sur la base des propriétés magnétiques des chondrites en particulier. Donc ça, c'est un autre papier très important qui était dans PNAS en 2011, qui était la mise en évidence d'un champ magnétique rémanent dans les chondrites, et en particulier dans la chondrite carbonée d'Allende, une chondrite CV, et que ce champ magnétique rémanent ne peut pas être attribué à autre chose qu'une dynamo sur le corps parent, parce que on a une acquisition qui est un champ magnétique qui est unidirectionnel, qui est tardif et qui dure très longtemps. Et donc ça permet d'éliminer tout ce qui est champ magnétique lié à la formation du système solaire. Donc ça veut dire que si on a effectivement un enregistrement d'une dynamo qui dure une dizaine de millions d'années dans les chondrites CV, il y avait un noyau métallique liquide
au centre du corps parent des chondrites CV. Donc ça a été vu, je vous l'ai dit initialement, dans l'IND, et puis il y a notre collègue du CEREJ à Aix, Jérôme Gattacheka, qui s'est fait un peu le cheval de bataille, en tout cas pour la communauté française de cette hypothèse, et qui a montré qu'on retrouvait la même chose dans d'autres chondrites CV, en particulier dans le CABA, et puis actuellement il a mesuré près d'une trentaine de chondrites CV, et ça marche toujours aussi bien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en termes de structure? Eh bien, c'est que probablement on a un corps parent qui est un peu cette structure, c'est-à-dire qu'on a un noyau métallique liquide, un océan magmatique profond, convectif, et puis à l'extérieur de tout ça, un manteau, une croûte de chondrites non différenciées, donc plus chauffées en profondeur et moins chauffées en profondeur. Donc ça, c'est un petit schéma qu'on trouve dans un papier de modèle thermique pour expliquer les propriétés magnétiques par Elkin Stanton, pareil, au début des années 2010. Donc tout ça, ça repose un peu sur l'idée suivante, c'est que d'un point de vue thermique, donc là, vous avez un graphe qui vous montre le rayon du planétésimo en fonction de l'époque d'accrétion. Et donc, si on fait une accrétion précoce avec beaucoup d'aluminium 26, on va dégager beaucoup de chaleur, on va pouvoir faire monter la température interne du planétésimal au-dessus du liquidus et commencer à faire la ségrégation métal-silicate. Et plus le planétésimal est gros, plus on va pouvoir faire une dynamo qui dure longtemps. Donc, par contre, au bout d'un certain temps, donc là, on est aux alentours de 1,3 million d'années après le début de la formation du système solaire, il y a de moins en moins d'aluminium 26 et on n'atteint plus le liquidus. Alors au début, pendant une période assez courte, on est entre le liquidus et le solidus. Je vais m'arrêter parce que Ensuite, après 1,5 million d'années, en fait, on n'a plus de, on est en dessous du liquidus, au-dessus du solidus, pardon, et donc la fusion partielle s'arrête. Mais par contre, quand on regarde l'âge des chondres dans l'IND, on voit qu'il y a des chondres qui sont beaucoup plus jeunes que ça, qui ont entre 2 et 3 millions d'années. Et donc, l'idée a été émise qu'en fait, on a une accrétion prolongée ou en plusieurs étapes avec la partie ancienne qui est différenciée et en surface la partie plus récente qui n'est pas différenciée. Donc ça a été aussi étudié. Donc voilà un exemple de simulation numérique. Donc, tout ça, c'est des simulations multi-étapes, donc en changeant plein de paramètres, mais on voit un peu toujours la même chose. Alors, ça peut être des corps non poreux en rouge, poreux en bleu. Parfois, il y a de la glace qui est mise en place. Parfois, il y a des pertes par volatilisation. Parfois, l'accrétion se fait en une étape, parfois en deux, avec un démarrage. Bon, bref, mais on voit un peu tout le temps la même chose, à savoir que dans quasiment toutes les simulations, vous avez donc ici la température en Kelvin en fonction de la distance au centre de l'astéroïde. Ici, c'est le centre. On a au centre des températures suffisamment élevées pour avoir un noyau métallique dont la dimension est marquée en noir. Donc ça, c'est les courbes d'évolution de la température en fonction du temps. Et à la fin de l'accrétion, donc c'est les courbes les plus, je dirais, les plus hautes, les plus externes sur ces diagrammes, on a un noyau, une température qui permet d'avoir un noyau métallique au cœur de l'astéroïde, mais on a quasiment tout le temps une portion extérieure qui peut être plus ou moins épaisse selon les modèles, avec une température qui ne dépasse pas. Voilà, ils ont pris 850 Kelvin comme référence, donc 500 degrés. Donc ça, si on a de la chondrite au départ, ben on a toujours de la chondrite avec un métamorphisme plus ou moins fort. Alors, tout ça, c'est très bien, sauf qu'au bout de 10 ans après, il y a quand même un problème, c'est qu'on a très peu d'échantillons qui supportent cette vision des choses. Alors, pour tout ce qui est non carboné, ça ne marche pas trop mal. On a des groupes de météorites qu'on peut éventuellement apparier sur des bases isotopiques. Donc, il y a les chondrites ordinaires de type H et les météorites de fer de type 2E. On peut éventuellement mettre les chondrites en statite et les aubrites, qui sont des achondrites, ensemble, puisqu'elles ont énormément de similarités chimiques et isotopiques. Par contre, quand on regarde les chondrites carbonées, c'est beaucoup plus difficile. On a vraiment très, très peu de météorites d'achondrites en particulier différenciées similaires aux chondrites carbonées. Là, je vous en ai entouré quelques-unes pour les chondrites CV. Donc là, oui, il y a 3 cailloux dedans. Il y a, je crois, une dunite de mémoire et puis une ou deux chondrites primitives des roches ultramétamorphiques. Et puis, et on a, dans les chondrites carbonées, en général, il n'y a pas de classe magmatique qui pourrait indiquer qu'il y a eu une contrepartie magmatique dans ce corps parent. Donc, c'est une idée, cette idée de différenciation partielle, en particulier pour les chondrites carbonées, qui est restée un peu controversée.
Et donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude d'un échantillon qui va apporter un peu de l'eau au moulin de cette théorie. Donc là, vous avez une image en électron rétrodiffusé d'une chondrite CR qui s'appelle LJUF 001. Donc vous voyez les chondres ici, là, là, c'est une section assez classique. Puis vous ne voyez pas très bien parce que les niveaux de gris ne sont pas très favorables. En plein milieu de la section, eh bien, il y a cet objet dont je vais vous parler, voilà, qui est ici. Donc, on ne le voit pas très, très bien sur cette image, mais on le voit beaucoup mieux maintenant. C'est une lame mince, donc le voilà en lumière polarisée analysée. C'est un claste, donc qui a le nom un peu compliqué de UH15411. Et on voit tout de suite les baguettes de plagioclase très allongées, une texture qui est pas du tout une texture classique de chondre. Et effectivement, c'est un claste magmatique, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc la première chose qui est évidente quand on regarde, donc maintenant je vais vous montrer surtout des images de microscopie électronique, c'est qu'on a une texture microdoléritique, donc comme les dolérites, les magmas en filons qui se mettent en place sur Terre, à grains très très fins. On a fait, à partir d'une image qui représente une image haute résolution d'une grande partie de l'objet, une carte en fausse couleur qui permet de compter les minéraux. Donc vous avez le plagio en vert sur cette image, des olivines en rouge, donc les olivines qu'on retrouve ici en gris clair dans cette image, et puis des clinopyroxènes qui sont ici en bleu et qui sont le gris moyen sur cette image. Les plagios sont en gris foncé. Donc ça, c'est les trois minéraux principaux. On a à peu près 40% de plagio, à peu près 30% de clinopyroxène et 12% d'olivine. Donc, les plagios sont des plagios qui sont assez allongés. Ils font une dizaine de entre quelques microns et une dizaine de microns de largeur sur quelques dizaines à une centaine de microns de longueur, avec un facteur de forme qui est de l'ordre de 5 entre le rapport entre longueur et largeur. Les clinopyroxènes sont tout petits, ils font moins de 5 microns en général, et ils sont soit automorphes ou subautomorphes et ont des formes qui peuvent être jusqu'à des formes en écharde extrêmement fines. Il y en a une ici qu'on voit comme ça. Et parfois elles font moins de 1 micron de largeur et jusqu'à 10 ou 20 microns de longueur. En ce qui concerne les olivines, là, on a plutôt des olivines qui sont presque automorphes, mais certaines sont squelettiques, donc elles sont aussi également petites, un peu plus grosses que les pyroxènes, une dizaine de microns. Et la texture d'assemblage de ces minéraux suggère une cristallisation quasiment simultanée, avec éventuellement une cristallisation plus rapide du plagioclase. En termes de chimie, vous avez ici le pyroxène dans le tétraèdre des pyroxènes. Donc, c'est une augite avec une composition qui est relativement classique pour des roches basaltiques sur Terre. Donc, c'est une composition d'augite. L'olivine ici est assez riche en fer. Vous avez une composition qui est plus riche en fayalite avec 40 à 50% de forstérite. Et puis, le plagioclase est un plagioclase qui est assez sodique. C'est une composition d'andésine. Pareil, on est plus de la moitié d'albite dans la composition chimique du plagio. Au-delà de ces minéraux principaux, en fait, on s'aperçoit qu'entre les baguettes de plagio, il y a des poches interstitielles avec une granulométrie qui est extrêmement fine. Et quand on regarde de près, en fait, on voit d'autres minéraux. Donc, vous avez ici une image à plus haute résolution, toujours au MEB, d'un détail d'une de ces poches. Et vous avez ici une carto à un peu plus grande échelle, en fausse couleur, avec le phosphore en rouge, le soufre en vert, le titane en bleu et l'aluminium en niveau de gris. Donc vous voyez ici en gris, ce sont les baguettes de plagio. Et donc quand on regarde ce qu'il y a un peu dans ces poches, on retrouve des oxydes de titane qui sont en blanc ici dans cette partie de l'image. Certains contiennent du fer, et donc c'est des grains qui font une centaine de nanomètres. On a des phosphates de calcium qui sont systématiquement dendritiques. Donc on voit ici un petit peu les dendrites à cet endroit-là. Donc sur cette image, donc, vous avez en bleu le titane, donc vous voyez les oxydes de titane à droite à gauche. Le phosphore en rouge, donc tout ce qui est rose foncé, rouge, c'est les phosphates de calcium. Vous avez des sulfures qui sont dispersés, il n'y en a pas énormément, mais ils sont tout petits, ils font en général moins de 100 nanomètres. Donc il y en a un ici dans l'image, et puis vous voyez les points verts ici, donc ça c'est les sulfures à droite à gauche. Et puis entre tout ça, vous avez cette phase noire ici qui est en fait une mésostase vitreuse qui est extrêmement petite, donc on n'a pas pu analyser. Donc tout ça, ça nous dit que voilà, on a une roche qui a une texture de lave presque complètement cristallisée, mais pas totalement cristallisée.
Alors, on s'est intéressé d'un peu plus près aux textures et qu'est-ce que ça nous dit sur les taux de refroidissement, parce que vous allez voir, c'est quand même assez utile pour essayer de déterminer l'origine de cet objet. Donc, on a remarqué en fait que quand on regarde les plagios, on a des cœurs de plagios qui sont tabulaires, mais par contre, sur les extérieurs, on a une tendance à avoir des extérieurs qui sont squelettiques, voire dendritiques, avec des inclusions de pyroxène, de tout petits pyroxènes, éventuellement d'olivine, dans les lacunes de cristallisation. On voit aussi ça dans les olivines, mais là, par contre, il faut quand même aller à la pêche. Donc, je vous ai mis quelques images extraites d'une mosaïque haute résolution de l'ensemble de l'objet. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de barre d'échelle. Je suis allé pêcher à droite, à gauche, avec des olivines, avec des textures un peu squelettiques. Vous en avez une ici qui est très jolie. Je vais la remettre dans le transparent d'après. Donc, ça nous dit qu'on a un refroidissement qui augmente au fur et à mesure de la cristallisation, avec un degré de surfusion qui augmente pendant la cristallisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà un petit graphique qui a été fait pour des olivines à l'origine. Vous avez la température en fonction du temps et en gros, ici, vous avez le liquidus de l'olivine et quand la vitesse de refroidissement est relativement lente, vous faites des cristaux automorphes. Par contre, si la vitesse de refroidissement est plus rapide, et bien, très vite, on va faire des cristaux squelettiques, voire dendritiques. Vous voyez ici notre olivine qui ressemble énormément à ce cristal de Hopper à ceux de ce petit dessin. Et donc, quand on regarde, alors on a regardé plus les plagios parce que c'est plus flagrant, vous avez un peu cette structure-là avec les cœurs tabulaires et puis à l'extérieur, il y a des parties qui sont un peu plus squelettiques. Et on a comparé avec les expériences de Lovegren des années 70 qui avaient été faites pour comprendre un petit peu les conditions de mise en place des laves basaltiques sur Terre. Et en fait, on voit que ça nous dit, avec les expériences qui ressemblent le plus à nos objets, donc c'est celles qui sont ici, c'est celles qui ont des delta T, donc des taux de surfusion, c'est-à-dire la différence entre la température de liquidus et puis la température à laquelle le minéral cristallise effectivement, qui sont de l'ordre d'une centaine de degrés. Alors là, c'est inversé, c'est les cœurs des cristaux qui sont dendritiques et les extérieurs qui sont plutôt tabulaires par rapport à ce qu'on a, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve. Et donc, pour faire les plagios qu'on voit dans notre classe, en gros, il faut qu'on commence la cristallisation, on est presque à l'équilibre en fait, avec éventuellement un degré de surfusion qui est de quelques degrés, et puis au fur et à mesure que la cristallisation augmente, eh bien, le taux de refroidissement va augmenter. Et ça, c'est très utile parce que dans le cadre des météorites, en fait, une origine qui est quand même très courante pour faire des magmas, ce sont les impacts. Et donc, si on regarde un peu les profils de température qu'on attend lorsqu'on a un impact, donc on a une augmentation très brutale de la température, puis un refroidissement qui est très rapide au début et qui ralentit petit à petit au fur et à mesure du temps. Donc, on s'attend à avoir un taux de surfusion qui diminue dans les minéraux. Alors que si on a un magma qui est issu de la fusion partielle en profondeur, on a au départ une température qui est très élevée. Et au fur et à mesure que le magma va remonter dans la croûte, eh bien, en fait, la surfusion va augmenter. Et voilà, j'ai cliqué par inadvertance sur ma souris. Mais ce que vous voyez, c'est que ce qu'on voit dans notre classe, c'est un scénario comme ça. Et ça nous permet d'éliminer une origine par impact de cet objet. Donc, on a un objet qui est bien un objet issu de la fusion partielle et qui est un magma qui s'est mis en place en percolant vers la surface de son corps parent. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Bernard, quand on a fait cette étude, il nous a dit ah, mais attendez, moi, dans mes échantillons terrestres, j'ai des lames où on voit des textures un peu comme ça. Donc, il a été pioché dans ces vieux échantillons. On a retrouvé en fait un échantillon qui a une texture qui est très très analogue. Donc là, c'est un micro-gabbro qui est comagmatique avec un granit, donc ils sont mis en place en même temps, à Porto en Corse. Et quand on se regarde, en fait, à 5 mm du contact entre le granit et le gabbro, à l'intérieur du gabbro, eh bien, on retrouve des textures qui sont très très proches de celles de notre classe, avec des cristaux de plagio qui ont les mêmes facteurs de forme et avec des bordures qui tendent à être squelettiques, etc. Alors la chimie n'est pas tout à fait la même, il y a plus d'eau, là on a des micas, mais c'est quand même quelque chose qui est très similaire, donc qui suggère un degré de surfusion qui est très proche. Et dans ce cas précis, en fait, le degré de surfusion est lié à la différence de température entre les deux magmas, qui est de l'ordre de 400 degrés, avec un basalte qui se met, un gabbro qui se met en place avec une lave qui est aux alentours de 1200 degrés, et puis le magma granitique qui est plutôt lui aux alentours de 800 degrés. Donc, on n'est pas du tout dans le même cas parce qu'on est dans des objets qui sont probablement beaucoup plus petits, mais on peut imaginer qu'on a une surfusion qui est induite par une différence de température qui est de l'ordre de quelques centaines de degrés avec l'encaissant entre le magma qui est issu de la profondeur et l'encaissant qui est plus vers la surface.
Quand on regarde maintenant la composition chimique de cet objet, donc là, vous avez un diagramme alcalin total en fonction de la silice, avec les différents champs des différentes roches magmatiques sur Terre. Eh bien, on a une composition chimique qui est celle d'un trachybasalte, très riche en sodium. La quasi-totalité des alcalins, c'est du sodium, il n'y a pas beaucoup de potassium. Et puis, on est très riche en fer, on a presque 15% poids de fer. Donc, quand on essaie de comprendre l'origine de cette composition, on l'a comparée avec des expériences de fusion partielle de chondrites. Alors, il y a pas mal d'expériences dans la littérature, mais récemment, il y a eu des expériences dont l'objectif était d'essayer de comprendre des météorites très rares, dont je vais vous en parler après, qui avaient un peu le même genre de propriétés que notre cluster. Et donc, on voit que les expériences qui reproduisent le mieux ce type de composition, c'est celles qui tombent dans cette gamme-là. Donc, que ce soit à partir d'un précurseur type chondrite ordinaire de type H ou des chondrites R, c'est les chondrites de Romuroti, qui sont beaucoup plus oxydées. On a des compositions qui sont assez proches de ce qu'on voit pour des températures de fusion qui sont de l'ordre de entre 1050 et 1100 degrés. Alors on a essayé de comparer si on avait on a essayé de chercher si on avait des éléments un peu indépendants pour déterminer les conditions de fusion partielle. Donc on a notamment regardé les teneurs en magnésium dans le plagioclase pour obtenir la température de cristallisation. Alors le problème, c'est comme il y a des petites écharpes de pyroxène un peu partout, on a une très grande gamme de températures qui monte largement au-dessus de 1400 degrés avec beaucoup de magnésium. Donc il n'y a vraiment que dans les teneurs les plus basses en magnésium où on peut avoir confiance, et on a la plus basse, elle est à 1050 degrés. Donc, on a une température de cristallisation des plagiaux qui est quelque part au-dessus de 1050 degrés. On a essayé de regarder la FO2 à partir de la composition chimique. Donc là, c'est pareil, on a pas mal d'incertitudes. En comprenant la composition chimique et les teneurs en fer3+, dans les pyroxènes, on arrive à une FO2 qui est de l'ordre de 1,5 unité log en dessous du tampon fer-wustite. Mais étant donné qu'on a vu qu'il y avait des nano-oxydes avec du fer, où il peut très bien y avoir un peu de fer3+, je pense qu'on peut voir ça comme une limite inférieure. Et si on compare avec ces expériences de labo, on a une estimation qui est sans doute un peu plus correcte aux alentours du tampon fer-wustite. Et puis, un taux de fusion partielle qui est assez bas, puisqu'en fait, dans notre échantillon par rapport à ces manips, on est plutôt plus riche en sodium quand on a des teneurs en silice équivalentes, et ça peut s'expliquer par des taux de fusion partielle assez bas. Et effectivement, dans ce type de roche sur Terre, on a des taux de fusion qui sont parfois même inférieurs à 5%. Donc là, je pense que d'avoir un taux de fusion inférieur à 10%, c'est une limite assez conservative. Ensuite, on a essayé de déterminer l'origine de ce corps parent, donc on a l'origine de ce basalte. Donc on a mesuré les isotopes de l'oxygène. Donc ça a été fait en SIMS avec une IMS 1270, donc à Los Angeles avec Kevin McKeegan. Donc on a fait 10 mesures avec un spot de 10 microns dans notre objet. Donc juste pour vous expliquer brièvement le principe des isotopes de l'oxygène, quand on regarde les trois isotopes de l'oxygène, donc là vous avez le rapport 17/16 en notation delta, ici le rapport 18/16 en notation delta. Et donc voilà, quand on fait ça, on voit que les météorites, dans ce diagramme-là, toutes les météorites, chacune a à peu près son domaine de composition chimique. Donc on peut utiliser les isotopes de l'oxygène pour classifier les météorites. On l'a vu au début de l'exposé en combinaison avec d'autres systèmes isotopiques. Alors ce qui est intéressant dans ce diagramme-là, c'est qu'en gros, tout ce qui est processus géologique classique, donc qui ne joue pas sur l'origine, ça se traduit par une droite de pente 1,5, puisque c'est un fractionnement de masse qui dépend de la masse des isotopes. Donc là, ici en pointillé, vous avez la droite de fractionnement de masse terrestre, et puis vous avez ici la fameuse droite de Pantin qu'on trouve dans la plupart qu'on trouve dans les chondrites, dans les composants individuels des chondrites, qui traduisent une différence d'abondance de l'oxygène 16 toute seule, qui lui ne peut pas être lié au processus géologique sur les corps parents. Donc le diagramme que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas tout à fait le même. On va utiliser le delta O18, mais par contre, ce que je vais vous montrer en ordonnée, c'est ce qu'on appelle le grand delta O17, c'est-à-dire la différence entre une composition qui serait là et l'équivalent sur la droite de fractionnement terrestre. Donc quand on mesure notre classe, voilà ce que ça donne. Vous avez ici le delta O18, le grand delta O17. Alors l'intérêt de cette représentation, c'est qu'en fait, tout ce qui est processus géologique, c'est à l'horizontale. Donc vous avez ici des basaltes terrestres. Ça, c'est les météorites martiennes. Ça, c'est les eucrites, howardites, diogénites, dont on pense qu'elles viennent de Vesta. Les carrés bleus, ce sont les achondrites qui sont habituellement les plus riches en oxygène 16. C'est les uréilites qui sont là.
Et puis les petits ronds, c'est les chondrites CR, donc qui nous intéressent parce que c'est la chondrite haute du claste, avec, vous avez ici la chondrite LJUF 001, puis là les chondrites CV. Et vous voyez que notre claste, en fait, il a une composition isotopique qui tombe dans le champ des chondrites CV. En noir, c'est les mesures individuelles, en rouge, c'est la moyenne pondérée. Et donc on a une roche magmatique qui est la plus riche en oxygène 16 par rapport à toutes les roches magmatiques qui ont été mesurées jusqu'à aujourd'hui. Les autres, elles sont dans un mouchoir de poche autour du fractionnement terrestre, voire éventuellement un peu plus riches pour certaines ici. Et qui correspond le mieux aux chondrites CV, et plutôt les chondrites CV oxydés qui sont par ici, les CV réduits sont plutôt par là. Alors vous avez quelques CK aussi qui sont assez proches des chondrites CV, et donc il y a même des études qui suggèrent que ça pourrait être le même corps parent, donc ça c'est pas mal débattu, je ne vais pas rentrer dedans. Mais en gros, notre basalte, il a une origine sur un corps parent de chondrites carbonées, et probablement ces fameuses chondrites CV qui ont peut-être un cœur différencié. Et vous voyez ici, juste pour information, c'est la chondrite de Mokoya, qui a exactement la même composition isotopique que notre classe. Alors, on s'est aussi intéressé aux précurseurs d'un point de vue chimique, et on a en particulier regardé le rapport sodium sur potassium, avec l'idée que ce sont des éléments qui ont le même comportement géochimique en termes ce sont des éléments lithophiles, ils sont incompatibles dans les minéraux à peu près de la même façon, dans les silicates. Et donc, on est parti du principe que probablement le rapport sodium sur potassium, il est très peu ou pas du tout fractionné lors de la fusion partielle. Donc, à partir de là, j'ai fait une compilation d'un certain nombre de centaines de rapports sodium-potassium dans les chondrites pour voir si ça pouvait nous donner des informations. Donc, vous avez ici le rapport sodium-potassium du classe qui vaut aux alentours de 17. Et puis, vous avez ici l'histogramme de ce qu'on trouve dans les chondrites. Et vous voyez qu'on a un pic qui est aux alentours de 8-9. Et puis, on a un petit épaulement ici à des valeurs un peu plus élevées. Et puis, en queue de distribution, à la fois des valeurs basses et des valeurs un peu plus élevées. Donc, si on regarde maintenant famille par famille, en fait, on s'aperçoit que la plupart des chondrites en fait, sont autour de cette espèce de valeur moyenne chondritique. Et puis, certaines familles ont au contraire un peu plus de variations. Donc, il y a les chondrites CR qui sont très étalés, dans lesquels il n'y a pas vraiment de pic majoritaire. Et en fait, si on regarde bien les données, on s'aperçoit qu'à la fois les extrêmes, pour des rapports NAK élevés et pour des rapports NAK bas, ce sont des météorites de désert qui sont très altérés, qui sont restés très longtemps dans le désert, et pour lesquels il est très possible en fait qu'on ait eu des mobilités de ces éléments liées à des circulations de fluides sur Terre. Et en particulier, la météorite haute de notre classe, LJUF 001, c'est celle qui a les rapports Na sur K les plus bas, qui valent 2. Par contre, quand on regarde les chondrites CV, CK et CO, en fait, on voit qu'on a systématiquement des rapports Na sur K qui sont plus élevés. Donc, c'est elles qui sont responsables pour cet épaulement ici, avec, dans certaines météorites, des variations qui sont plus ou moins importantes. Vous avez dans les chondrites CK qui sont ici, avec toute la gamme dans la météorite de Karounda. Vous avez les chondrites CO ici, avec la gamme dans la météorite de Kansas. Et puis ici, j'ai séparé les chondrites CV oxydées avec grosse mailla ici, et puis les chondrites CV réduites pour lesquelles on retrouve en fait des variations assez faibles, proches de la valeur chondritique. Donc le point commun, alors certaines des valeurs les plus élevées sont à prendre avec des pincettes, c'est des très vieilles données, mais il y a quand même un certain nombre de données dans lesquelles on peut avoir confiance. Par exemple, dans les chondrites CV oxydées, la météorite d'Allende a été mesurée un nombre incalculable de fois par plein de méthodes différentes, et on retrouve toujours quand même un pic aux alentours de entre 11 et 12. Donc, ce qu'elles ont en particulier, ces trois familles de météorites, c'est qu'elles ont subi ce qu'on appelle le métasomatisme fer-alcain, c'est-à-dire un métamorphisme avec des circulations de fluides qui enrichissent la roche totale en sodium. Et donc, très probablement, ce qu'on a dans notre corps parent de UH154-11, c'est effectivement la même chose. La fusion partielle se fait à partir d'un matériau qui est enrichi en sodium lors du métamorphisme, comme on le voit dans ces chondrites carbonées. Donc vous voyez, ce qui est assez sympa, c'est qu'on retrouve la même chose qu'avec les signatures isotopiques, en particulier pour les chondrites CV oxydés. Alors, on a essayé de déterminer l'âge de cristallisation de ce basalte. Donc là, des mesures isotopiques du magnésium qu'on a fait ici à l'IMPMC avec la NanoSims. Et bon, c'est des mesures qui ne sont pas très faciles parce que c'est des toutes petites zones, il n'y a pas beaucoup de magnésium.
Il faut faire attention aux décharges de pyroxène dans le plagio, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas d'analyse utopique du magnésium 26 liée à la décroissance de l'aluminium 26. Donc, il n'y avait pas d'aluminium 26, et ça nous dit que la fusion se fait à une époque qui est postérieure à 3,3 millions d'années après le début de la formation du système solaire. Ce n'est pas très précis, donc ça, c'est notre limite supérieure liée à l'erreur sur la moyenne des données du plagio. Ici, vous avez une mesure où il y a un mélange plagio-pyroxène. Donc, on a une limite inférieure. Donc, c'est au plus tôt 3,3 millions d'années après les CAI. Et pour essayer d'en savoir un peu plus sur une limite supérieure, en fait, on a fait l'observation suivante que la relation entre le claste et la matrice n'est pas la même partout. Et en fait, on a deux faces. Une face qui est ici à gauche sur cette image, donc je vais vous montrer deux petits exemples. Il y a une face qui est bréchifiée, il n'y a pas d'interaction du tout entre le claste et la matrice. Donc vous avez ici un détail en électrons rétrodiffusés. Et ici, une image en fausse couleur où on voit très bien le claste et puis la matrice. Il y a peut-être même des fragments de claste à cet endroit-là, avec des cônes, ainsi un objet un peu exotique, très riche en silice. Vous avez un petit peu plus loin du même côté la même chose, mais cette fois, vous avez des morceaux de matrice à l'intérieur du claste, à cet endroit-là. Et par contre, quand on regarde de l'autre côté, et bien là, on a une face où on a une sorte d'interaction entre le claste et la matrice. On a une bordure à grains très fins, ce qui est noté RIM, avec au contact entre le RIM et le claste une limite qui fait quelques microns, dans laquelle on est appauvri en plagioclaste et enrichi en olivine. Et donc ça nous suggère que peut-être on a une interaction entre la matrice et le claste à cet endroit-là. Voilà une autre image de détail. Et vous voyez ici avec la couleur du RIM qui est un peu verdâtre, en fait on est enrichi en aluminium qui vient du claste. Donc ça nous suggère qu'il y a une phase d'altération. Et on peut essayer d'utiliser ça pour en savoir plus à la fois sur l'endroit sur lequel s'est fait cette altération et à quelle époque. Donc, on a essayé de déterminer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la chimie de cette bordure à grains fins, là, le RIM, et qu'on l'a comparé à la fois au claste et à la matrice. Donc là, j'ai fait des petits diagrammes de fractionnement. Donc, pour les éléments majeurs du claste et de la matrice. Et vous avez ici en échelle log, en fait, le rapport d'abondance pour chaque élément entre le claste et la matrice en bleu et entre la bordure et la matrice en rouge. Et l'idée est que les éléments qui viennent du claste vont être enrichis dans la bordure et donc on va avoir un rapport qui est supérieur à 1. Et ce qui vient de la matrice, ça va être appauvri, donc on va être inférieur à 1. Donc c'est typiquement le sodium, l'aluminium, le calcium. Hein, c'est les éléments qui sont dans le plagio essentiellement. Et puis les éléments qu'il y a classiquement dans la matrice, le magnésium, le nickel, hein, le fer dans une moindre mesure, le soufre. Et on a comparé avec des matrices de plusieurs météorites pour essayer d'en savoir plus, donc en particulier la météorite haute, LJ001, et puis un certain nombre de chondrites CV. L'idée étant que là où on va avoir le meilleur accord, c'est quand on va retrouver d'une part le même pattern en rouge et en bleu, et d'autre part en rouge un pattern qui est intermédiaire entre le bleu et 1. L'idée étant que la composition du RIM est intermédiaire entre celle du claste et de la matrice. Et donc, la météorite pour laquelle ça marche le mieux, c'est à nouveau notre météorite de Mokoya. Ça marche aussi pas trop mal pour LJ001, à part que pour le sodium et le calcium, on est plus proche de 1, on est vraiment très proche de 1 au lieu d'être intermédiaire. Et donc ça suggère que si jamais c'est ça, ça s'est fait sur cet objet-là, il faut en plus un épisode de lessivage du sodium et du calcium. Ça marche moins bien pour les autres météorites, pour les autres chondrites CV pour lesquels on a regardé. C'est pas si mal que ça pour Kaba, puis pour les autres, Vigarano, Aliende, Fremovka, ça marche pas du tout. Donc, c'est plutôt en faveur d'une altération sur un corps parent de chondrite CV oxydé, mais on ne peut pas complètement éliminer l'origine de l'altération sur le corps des CR. Donc voilà un petit dessin qui résume un peu cette idée d'altération. On a notre magma qui se met en place dans un filon en remontant, en percolant vers la surface des planétésimales. Donc a priori, un corps parent de type CV. Et là, on peut voir les choses de deux façons. Soit on fait une bréchification du corps parent des CV avec l'altération du fragment, et ensuite un impact qui va extraire ce fragment pour le mettre dans le régolithe des chondrites CV. Ou bien on extrait tout de suite par un impact un fragment du claste qui va se mettre dans le régolithe des chondrites CR,
Et là, on fait l'altération sur les chondrites CR et on a ensuite une bréchification qui nous permet de récupérer notre morceau altéré que d'un côté. Donc, quoi qu'il en soit, ça nous permet de donner une limite supérieure simplement en considérant les âges d'altération sur les chondrites CR et CV, et on est globalement dans les deux cas aux alentours de 4 millions d'années après les CAI. Il y a des âges un peu plus jeunes dans les CR, mais il n'y en a pas beaucoup. La majeure partie des âges ne sont pas très différents. Donc, on a un objet qui s'est formé entre 3,3 et 4 millions d'années après les CAI, donc en gros aux alentours de 4, quoi, pas d'incertitude. Et une autre implication de ça, c'est que les CR et les CV étaient forcément dans la même région du disque protoplanétaire, parce que sinon, ce n'est pas évident d'extraire un objet d'un et d'aller le mettre dans le rigolite de l'autre. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. On a un planétésimal des chondrites CV aux alentours de 4 millions d'années après les CI, avec en surface une courte chondritique fraîche qui est en cours d'accrétion ou quasiment terminée, puisqu'on a les chondres qui ont quelques millions d'années. Et puis, quand on va en profondeur, on est de plus en plus chauffé avec du métamorphisme en profondeur jusqu'à ce qu'on atteigne le solidus avec le tout début de la fusion partielle pour expliquer la formation de notre objet qui va cristalliser un peu plus vers la surface dans la croûte métamorphisée après percolation d'un magma. Alors, qu'est-ce qui se passe en profondeur? Là, on ne peut pas trop le dire. Soit l'accrétion a commencé relativement tard et on n'a pas pu atteindre le liquidus. On atteint le solidus, mais pas le liquidus. Et dans ce cas-là, on s'attend à avoir peut-être quand même un noyau avec un noyau sulfuré, puisqu'on a dépassé la température de fusion de la troïlite, mais on n'atteint pas le liquidus des silicates. Ou alors, on est dans un scénario, et ça c'est pour réconcilier avec les évidences paléomagnétiques, on est dans un scénario où on a un objet partiellement différencié, ou un cœur qui pourrait s'être mis en place plus tôt, et qui soit complètement différencié, avec un noyau métallique et une dynamo qui dure longtemps, et puis une partie superficielle qui, elle, ne soit pas différenciée. Alors, il y a un papier qui est sorti là, il y a quelques mois, qui étudie un peu la signature magnétique et qui propose que ça puisse être dû à un enregistrement dans un corps qui a deux parties qui sont accrétées avec un décalage dans le temps, et qui, dans les deux cas, en fait, on a des parties qui sont avec plus de 200 km de rayon. Et donc ça nous donne un peu la structure du corps parent des CV. Après, ça, c'est juste pour remettre la partie superficielle sur laquelle on a un peu plus d'informations. C'est juste parce que je trouve ça assez sympa d'imaginer, alors on n'est pas du tout dans le même contexte géologique, hein, mais d'imaginer le corps parent d'une chondrite où en fait on a des dikes et éventuellement des cils de magma qui traversent cet objet. Donc on verrait un peu une structure un peu comme sur cette image ici. Et une des implications, c'est que si on a des circulations de magma, alors il se peut qu'on ait aussi des sources de volatiles magmatiques et puis des épisodes de métamorphisme de contact. Et donc, on pourrait imaginer, si on était un peu provocateur, que peut-être ça pourrait être une source de volatiles justement pour faire ce fameux métasomatisme fer-sodium halogène, puisque c'est typiquement ce type de volatile, en particulier le sodium, le chlore, l'eau, qui vont se mettre à interagir avec l'encaissant lors de la mise en place de ces magmas. Donc là, moi, je vous ai parlé de ce magmatisme alcalin par fusion partielle d'une chondrite. Donc c'est quelque chose qui est dans l'air, hein, dans l'air du temps. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelques météorites qui allaient un peu dans ce sens-là. Donc là, je vous en ai mis les deux qui ont été le plus étudiés. Donc c'est une météorite antarctique, Grave Nunatax 06128 et 06129. C'est deux météorites à parier. Et puis ça, c'est ALMA, c'est un fragment qui a été ramassé lors de la chute de l'urélite Alma Tacita. Et dans les deux cas, là, on a une chimie d'andésite, là, on a une chimie de trachyandésite. Donc, dans les deux cas, c'est des magmas siliceux et alcalins. Donc, ils sont ici sur ce diagramme. Alors, il y a 2-3 autres météorites maintenant. Mais par comparaison à notre classe, en fait, la composition isotopique de l'oxygène indique clairement qu'on est dans des cas liés aux météorites non carbonés. Il y a peut-être une relation entre celle-ci et les brachinites. Et puis, par contre, celle-là, c'est clairement la même composition isotopique que les urélites. Alors pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se fait, le problème principal des expériences que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est la préservation des alcalins dans l'expérience. Et il y a un papier qui est sorti là, à peu près en même temps que le mien au début du confinement, avec des nouvelles expériences qui
qui ont résolu ce problème de préservation des alcalins. Et donc, ils ont fait pas mal de séries d'expériences avec des matériaux type chondrite ordinaire et puis plusieurs types de chondrite carbonée avec toute une gamme de fugacité d'oxygène et de taux de fusion partielle. Et en fait, en faisant des expériences comme ça, ils produisent systématiquement des magmas alcalins, plus ou moins siliceux, sans perte de sodium et de potassium. Donc en fait, ce qui conclut, c'est que finalement, ce magmatisme alcalin, c'est ce qu'on doit attendre au début de la fusion des corps chondritiques. On fait fondre une chondrite, quand le taux de fusion partielle est très faible, bah, c'est exactement ça qu'on doit trouver. Et ils ont même été un peu plus loin, puisqu'ils ont fait un deuxième papier qui est paru en même temps, dans lequel ils disent que les achondrites primitives, ce sont les résidus de cette fusion partielle après extraction de ces magmas. Et donc peut-être, en fait, on aurait des manteaux d'achondrites primitives dans les corps qui ont des surfaces chondritiques. Alors, on peut se dire, OK, si c'est un processus très commun, pourquoi on n'en a que très très peu? En fait, ça se comprend assez facilement, hein. Je vous ai remis ici un des diagrammes de profil thermique dans un corps parent CV, et vous voyez qu'en fait, si on prend ce diagramme-là, ben, on a de la météorite de fer au cœur, on a une couche de chondrite qui peut être vraiment très grosse, et puis la couche dans laquelle on a juste les bonnes conditions pour être entre le liquidus et le solidus, elle est très peu épaisse, donc même avec un processus très courant, on s'attend à avoir très peu de ce type de matériaux dans les collections de météorites. Le problème principal qui reste et qui est entier depuis très longtemps, c'est où sont les manteaux. C'est ceux-là qu'on n'a pas dans les collections de météorites. Et donc, moi, je n'ai pas la solution non plus. Mais est-ce que ce sont des péridotites? Et dans ce cas-là, où elles sont? Ou est-ce que ce sont des achondrites primitives? Et dans ce cas-là, pourquoi on n'en a pas plus? Donc, pour terminer, j'ai 2 ou 3 transparents de conclusion. Donc, cet objet, ce clast, c'est en fait le premier liquide de fusion partielle d'une chondrite carbonée et qui permet de faire le lien entre les objets pas du tout fondus, comme ici les chondrites, et puis les objets avec un fort taux de fusion partielle. Donc, ça, ici, ça c'est une œcrite, ça c'est une diogénite. C'est des roches qui sont basaltiques, gabbroïques, mais qu'on peut faire à partir des chondrites avec un fort taux de fusion partielle. Et puis, ici, vous avez une achondrite primitive qu'on a étudiée dans la thèse d'Emeline Charron que j'ai dirigée et co-dirigée il y a quelques années, où on voit très très bien, ça c'est monument d'eau, c'est assez spectaculaire. On a une température qui est suffisamment élevée pour faire un métamorphisme assez fort, et on atteint le point de fusion de la troélite. On a des migrations de fer et de métal-sulfure à l'échelle centimétrique en tout cas. Et puis, quand la température est un peu plus forte, ben voilà, on démarre la fusion partielle des silicates. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comme on est dans une chondrite carbonée, et ben ça a des implications pour ce qui se passe dans le système solaire externe. Et finalement, au lieu d'avoir une situation très dichotomique avec à l'extrême des corps très primitifs, comme les comètes par exemple, où la température n'a jamais dépassé 30 ou 50 Kelvin, et puis, de l'autre côté, des objets complètement différenciés avec des cœurs de météorites de fer, bah, finalement, on peut voir ça comme un continuum avec des objets qui sont finalement assez dynamiques, avec des circulations de fluides, des circulations de magma silicaté, des circulations de magma métallique, simplement en fonction de la température maximale atteinte dans le corps. Donc, si la température ne dépasse pas 0 degré, bah, vous avez un objet qui est resté tout le temps glacé. Quand on est à quelques dizaines ou centaines de degrés, on commence à avoir des circulations de fluides hydrothermaux, donc ça c'est ce qu'on voit dans les chondrites CI, CM, CR, et puis quand on dans la vision classique des CO, CK et des CV, et puis quand on atteint le solidus, et ben notre objet nous dit que bah oui, il y a aussi des objets qui ont atteint le solidus avec un début de magmatisme, et puis si on dépasse le liquidus, et ben là on va faire la différenciation complète de cet objet. Et alors je vais terminer avec une petite image une petite idée un peu provocatrice, c'est que, ok, alors on a une évidence que probablement, au moins dans les chondrites CV, on a des objets qui étaient partiellement différenciés, avec un cœur différencié et une surface chondritique qui avait subi au moins un début de magmatisme, voire plus pour ceux qui ont été plus chauffés. Mais ce qu'on sait des astéroïdes, c'est que beaucoup d'astéroïdes ont une structure qu'on appelle un rubble pile, c'est-à-dire que en fait, le planétésimal parent a été détruit par des impacts, des collisions majeures, et puis réaccrété un peu en bazar, avec des fragments qui viennent d'un peu toutes les profondeurs. Et donc, on peut se poser la question de savoir si on va chercher des échantillons de chondrites carbonées, comme c'est le cas pour les missions
Hayabusa 2 et Osiris-Rex qui sont en cours. Hayabusa 2 doit ramener des échantillons de l'astéroïde carboné Ryugu l'année prochaine, et Osiris-Rex, qui est une mission américaine. Donc Hayabusa 2, c'est une mission japonaise dans laquelle on est plusieurs du labo à être impliqués. Et Osiris-Rex doit ramener des échantillons d'une chondrite carbonée, d'un astéroïde carboné qui s'appelle Bennu. Donc là, ce sera plutôt en 2023, si j'ai les bonnes dates en tête. Et là, je vous ai mis une petite photo de la surface de Bennu prise par la sonde Osiris-Rex. Donc vous avez ici la barre d'échelle, donc c'est des rochers qui font quelques mètres. Et pourquoi on n'irait pas jusqu'à imaginer que, vous voyez, on a des couleurs très très différentes, donc les roches ne réfléchissent pas la lumière de la même façon. Et donc pourquoi on n'irait pas jusqu'à imaginer que ce qui est tout noir et tout et très foncé, ce soit bien de la chondrite, comme on s'attend à en trouver, et pourquoi les objets qui sont les plus blancs, là, ça ne pourrait pas être des roches magmatiques finalement. Voilà, et donc je vais m'arrêter là, et je vous remercie de votre attention.